Et bonjour, bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir ce soir, déjà nombreux, déjà 20. C'est très très cool parce que c'est le deuxième épisode de ce stream de Noël, un stream dans lequel on va parler tous les soirs du lundi au vendredi aux environs de 21h30 des meilleurs jeux de 2022. Alors évidemment, comme d'habitude, parce que je ne fais pas les choses de manière réglo, il y aura quelques petites pépites qui se glisseront et qui ne sont pas des jeux de 2022, mais pourquoi bouder mon plaisir, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Et puis si c'est le moyen de convaincre quelques irréductibles qui n'auraient pas encore le jeu que Terraforming Mars reste quand même le meilleur jeu expert ever, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc très très cool de vous voir, salut Nico, salut Pazuline, salut Gay Lucie, salut Ju Farfadet, Galadjo et tous les autres. Je suis contente d'être avec vous, bienvenue et j'espère que cette petite sélection vous plaira. Pour ceux qui auraient déjà manqué Salut comme Rémi. Pour ceux qui auraient manqué le live de hier, il est disponible en replay sur la chaîne Twitch et pour ceux qui regardent ce live sur YouTube, il y aura de toute façon toute une retranscription à chaque fois de chacun des live Twitch qui passera donc sur YouTube parce que pourquoi faire les choses une fois quand on peut les faire en double? Voilà, c'est comme ça. L'avantage du live, c'est qu'on peut discuter ensemble. Vous pouvez donner votre avis, vous pouvez vous-même faire des suggestions et on peut les évoquer ensemble et ça, c'est vraiment très cool. Et c'est beaucoup plus vivant, je trouve, que de simplement vous proposer un top avec toutes les choses extraordinaires auxquelles j'ai pu jouer en 2022 parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de jeux. Quand j'ai commencé cette liste, je me suis dit mais j'ai joué à aucun jeu expert, mais les jeux enfants je les connais pas, et puis au fur et à mesure que je remplissais ma liste, je me suis dit mais en fait non, il y a des tas de trucs absolument géniaux qui sont sortis, donc voilà, c'est vous allez voir, il va y avoir vraiment plein de choses très chouettes et ce sera tous les jours, donc on va se retrouver encore mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, c'est pause parce que je mettrai d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec ça. Et puis on reprend encore 2 semaines de suite. Ça va être vraiment cool. Salut Amandine, salut Megumi, salut Timorage, Jess, Elisa et tous les autres. Alors, sans plus attendre, juste je vous réexplique comment ça marche pour ceux qui suivent l'émission pour la première fois. On va donc débriefer à chaque fois avec les différents jeux. Donc j'ai décidé de les classer par catégorie. Les catégories en question seront systématiquement un jeu enfant pour commencer, enfant/famille, donc ça peut être pour les tout petits, ça peut être pour les grands jusqu'à 7-8 ans. Ensuite on passera sur un jeu famille, donc c'est vraiment pour moi le jeu par excellence, toute catégorie, le jeu qu'on peut jouer aussi bien en couple qu'avec des enfants qu'avec ses grands-parents. Un jeu initié, parce que je trouve que cette catégorie résume extrêmement bien l'approche que certains joueurs peuvent avoir de se dire « Ok, je connais bien les Aventuriers du Rail et Seven Wonders, j'ai envie d'un truc un peu plus velu, qu'est-ce que je peux m'offrir ?» Et puis un jeu expert qui sera évidemment la cerise sur le gâteau pour ceux qui aiment les grosses règles bien compliquées. Et pour finir, il y a toujours la mention qui est une petite catégorie spéciale. Donc dans la mention, on va retrouver typiquement soit des jeux en collection, des nouvelles extensions qui valent vraiment la peine de revisiter un jeu de base et même voir du jeu de rôle parce que c'est évidemment pour moi le meilleur des jeux de société et donc c'est l'occasion de vous en parler plus amplement en vous montrant plein de trucs. Et pour commencer, on va parler d'un petit jeu que vous avez peut-être déjà vu, je pense que je l'ai évoqué l'année dernière dans mes tops déjà, mais il me semblait vraiment indispensable de revenir dessus, surtout après l'avoir testé cette fois-ci en live, et il s'agit de Comme des petits singes. Alors, quand je dis que j'ai eu l'occasion de le tester, j'ai commencé à jouer avec mon petit garçon qui a 18 mois, donc c'est encore un tout petit, il n'a pas l'âge requis pour jouer à Comme des petits singes, et d'ailleurs, il ne comprend pas encore tout à fait les règles du jeu, mais par contre, il se prête tout à fait à l'idée d'ouvrir la boîte, le petit rituel. On ouvre la boîte, on sort les cartes, il adore les manipuler, il essaye de dire cartes, il est content parce qu'il y a des singes, genre il essaie de refaire le bruit, mais globalement je sens qu'il a déjà une curiosité et je peux lui demander est-ce que tu peux refaire telle action. Il faut savoir que Comme des petits singes est un jeu qui va mêler à la fois le mime, l'expression corporelle, la coopération, parce que c'est un jeu dans lequel on va devoir réaliser des petites actions, comme par exemple jouer avec la petite banane en peluche qui est dans le jeu, et la mettre sur sa tête, faire un tour sur soi-même, la lancer à une main et la rattraper, faire semblant de serrer la main à quelqu'un d'autre. Donc on peut jouer tout seul ou faire des défis à deux, et c'est vraiment hyper mignon parce que ça marche extrêmement bien. Et comme je le dis, même tout petit comme il est, il comprend pas encore l'enjeu de réussir les défis pour pouvoir remplir l'arbre avec les 5 défis. Mais par contre, clairement, on voit qu'il a une curiosité. Et je pense qu'il a une originalité, ce Comme des petits singes, par rapport à d'autres jeux. C'est qu'il va justement, celui-là, demander aux enfants de s'exprimer de manière plus... peut-être un peu plus
plus brutal que ce qu'on essaie de leur faire d'habitude. Un jeu de société, on voudrait qu'ils se concentrent, qu'ils soient calmes et sages, etc. Et en fait, là, c'est vraiment un jeu où on va dire, justement, il faut imiter le singe, il faut marcher à quatre pattes, il faut marcher sur la pointe des pieds. Et clairement, je pense que c'est une force parce que c'est autre chose. C'est pas de la concentration comme on la voit d'habitude. C'est pas forcément de l'assimilation de règles au plus strict sens, c'est vraiment un peu hors norme, donc ça me plaît beaucoup, je trouve vraiment très très chouette et voilà, et je vous le recommande à 100% si vous avez des petits dans votre entourage pour faire un cadeau, si vous avez vous-même des enfants qui ont peut-être même plus que 2, hein. Je pense que très sincèrement, je sais que 3-4 ans, il n'y a aucun enfant qui n'aime pas mimer ou qui n'aime pas jouer le jeu, donc il est pour moi absolument indispensable dans la ludothèque pour les tout petits. Donc ça, c'est comme des petits singes, c'est pour le jeu enfant, c'est celui qui m'a clairement Allez, il fait partie de ceux qui m'ont le plus plu dans les jeux pour les tout petits. D'ailleurs, j'ai demandé à Loki s'ils avaient l'intention de refaire d'autres jeux de 3 ans parce que on en veut plus, quoi. On en veut d'autres, des comme ça, des trop bien. Pour le jeu famille, je vais vous parler de Look at the Stars, un jeu que j'ai découvert cet automne. C'était au salon du jeu pro à Vichy et c'était très très chouette, c'était vraiment une belle découverte. J'en attendais beaucoup parce que j'aime énormément les jeux de cases à cocher, les jeux de dessin, et celui-là, il est encore une fois un tout petit peu plus original puisque on est dans du jeu de dessin, mais qui a vraiment cette espèce de logique mathématique des jeux de roll and write. Et donc le principe de Look at the Stars, c'est qu'on va avoir une plaque personnelle sur laquelle on va devoir dessiner des constellations. À chaque tour vont être révélées des instructions qui vont nous dire qu'on peut dessiner une croix, un trait, quelque chose. Donc on doit suivre le dessin, mais on peut décider de redessiner quelque chose de neuf ou de continuer une constellation déjà existante. Ce qu'il faut savoir, le petit twist, c'est que toutes les X cartes, en fait, on va pouvoir de moins en moins dessiner puisqu'en fait, le bas de sa feuille va représenter le lever du jour. Et donc, plus on avance dans la partie, plus le lever du jour se fait et moins on a de place pour dessiner. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement bien fait, je trouve, parce qu'on se retrouve avec cette espèce d'enjeu. C'est pas comme un timer, mais il y a quand même cette espèce de pression de dire je dois essayer de faire des belles grandes constellations, je dois essayer de les faire bien, surtout pas me laisser rattraper par le lever du soleil. Et il y a quelque chose, je trouve, d'assez à la fois logique et poétique qui me plaît beaucoup dedans. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va marquer des points en fonction de la longueur de ces constellations. Donc, on ne peut pas faire que des grandes, ça n'a aucun intérêt. Si on a 2 constellations à 8 traits, il n'y en aura qu'une seule qui sera prise en compte. Et donc, il y a aussi ce truc de dire, parfois, je dois faire des petites choses juste pour grappiller 2-3 points de victoire. Parfois, je dois essayer de prendre un peu plus de risques et allonger, faire une belle grande constellation, sans compter qu'il y a plein de petites subtilités, parce qu'évidemment, moi je vous ai dit dessiner des croix, des traits, ça va un peu plus loin que ça. Mais en tout cas, si vous avez envie d'offrir ce cadeau ou de le recevoir parce que vous aimez les jeux de dessin, mais pas du dessin portrait, vraiment le dessin d'optimisation, comme on pourrait dire un Nextation ou quelque chose comme ça, vous allez voir, ça va vraiment beaucoup vous plaire. Et puis, originalité, on dessine avec un feutre blanc sur une surface effaçable à sec, donc c'est vraiment super agréable parce que ça donne quelque chose d'un peu magique, très très agréable et très très Noël aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super et je vous le recommande si vous cherchez vraiment un jeu qui soit dans dans cette vibe un peu facile à jouer, en même temps malin, avec des twists, et on sent que certains joueurs partent avec un sacré avantage s'ils ont l'esprit un peu trop cartésien. Salut Ambiello, merci pour ton sub. Salut Big Mich, bienvenue. Et Kat, je vois que tu le reçois demain, le Look at the Stars. C'est une excellente idée parce que clairement, voilà, c'est un que j'aime beaucoup, donc je suis très très contente de pouvoir vous en parler. Alors le jeu suivant que je vais évoquer, c'est un peu un coup de vache que je vous fais parce qu'il est déjà en rupture de stock et il sera en réassort que en janvier. Après, il est encore tout à fait possible de le trouver dans les magasins qui auront fait suffisamment de stock. Mais je pense que là, sur le coup, Scorpion Masqué a été tout à fait dépassé par le succès qu'ils estimaient du jeu, à savoir, ils se sont dit oui, c'est un jeu qui va marcher. Ils n'ont pas imaginé à quel point ça allait marcher. Et donc, Turing Machine est un jeu que je classifie tout de suite dans les jeux initiés parce que il est loin d'être simple, oh my god. En fait, il y a un truc dans Turing Machine qui fait que c'est un jeu de déduction. Donc j'avais eu la chance de le tester pour la première fois il y a 3 ans, je pense, au Festival de Cannes, quand c'était encore un proto. Il a bien changé entre-temps, mais c'était très très difficile. Et en y rejouant depuis plusieurs fois, je me suis rendu compte qu'il y a un truc, un moment qui se fait, une espèce de déclic dans la tête quand on commence à comprendre ce qu'on fait, qui devient vraiment génial. Donc quand je dis un jeu de déduction, il faut savoir que pour l'histoire du jeu, donc les deux
deux auteurs se sont mis ensemble parce qu'ils avaient entendu parler de Cryptid, ils l'ont essayé, ils se sont dit ok c'est un jeu de déduction intéressant, mais est-ce qu'on peut aller un step plus loin? Alors j'ai pas envie de me vanter, mais pour l'anecdote c'est moi qui avais parlé de Cryptid dans une vidéo et donc c'est grâce à ça qu'ils l'ont essayé. Bref, ils ont eu envie d'essayer de créer un jeu qui pousserait la déduction encore plus loin. Il faut savoir que c'est des gens avec un esprit très 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 mathématique et donc forcément Cryptid il y a parfois des coups de bol qui n'existent pas dans Turing Machine, ce serait stupide de jouer au coup de bol. Et le principe c'est qu'on va avoir une superposition de cartes perforées, donc vraiment les cartes perforées à l'ancienne, comme les vieilles photocopieuses, et en fait ça représente un ordinateur qu'on peut interroger. On va choisir 3 chiffres qui se suivent ou pas, on les met comme on veut, mais chacun de ces chiffres correspond à une couleur ou une forme, donc c'est bien parce que ça n'exclut pas les daltoniens, et on va poser une question. Donc si par exemple je mets le code 123, je vais demander est-ce que triangle, donc mon premier chiffre, est-ce que triangle est plus petit que 5? Et il va me dire par exemple oui, l'ordinateur. Ça va me dire oui, comment? Parce qu'en fait avec ce système de cartes perforées, je vais pouvoir poser ma question et il y aura une petite croix rouge ou un petit V vert. Et en sachant ça, si on me dit oui effectivement c'est plus petit que 5, c'était une question stupide à poser parce que forcément il y a beaucoup de chances qu'il soit inférieur à 5, mais s'il me dit oui, je sais déjà que c'est 1, 2, 3 ou 4, pas 5, parce que c'était pas supérieur ou égal. Et en fait, à force de poser ces questions, donc ce sont des questions prédéfinies qui sont toutes liées à un problème qui est proposé dans le jeu, donc grâce à ça, on va pouvoir justement tenter au fur et à mesure, en grappillant des infos, de trouver quel est le vrai bon code. Donc je sais que mon 1 est plus petit que 5, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, je sais pas, ce sera 1, 2, 3 ou 4. Et en fonction des questions que je pose, j'accumule les informations. Le premier joueur qui pense proposer une proposition juste, un code correct, peut le faire, mais il risquerait évidemment, s'il se trompe, de se perdre parce que les autres joueurs auront encore l'occasion par après de poser d'autres questions. Donc c'est vraiment un truc qui fait fumer le cerveau. Moi je trouve ça génial. Au début j'ai pleuré, je pense les 3-4 premières parties parce que je comprenais rien. Et puis il y a eu ce moment assez magique, je jouais au Festival du jeu à Lyon et en fait j'ai fait mais j'ai compris, mais je sais en fait, je comprends ce que ça veut dire ces questions, parce que parfois on a l'impression qu'on pose une question sur le chiffre alors qu'on pose une question sur... Enfin bref, vous allez voir, c'est brillant. Si vous aimez ces jeux de déduction à la break the code un peu plus évolués, évidemment, vous allez trouver un truc vraiment absolument génial dans Turing Machine. Pour peu que vous réussissiez à trouver encore des exemplaires, je ne suis pas sûre qu'ils soient... En tout cas, c'est sûr, le fournisseur n'en a plus, l'éditeur n'en a plus personne n'en a, sauf quelques boutiques bien chanceuses. Donc, essayez de voir si une boutique près de chez vous, ou près de chez vous sur Internet, pourra éventuellement vous livrer le précieux sésame pour les fêtes. Salut Mowgli d'Armor, bienvenue. Et oui, et Kat, tu vas voir, l'esprit logique, comme je te le dis, à un moment, il y a un déclic qui se passe, il va y avoir un truc où, à un moment, tu fais... Ah, ça y est, j'ai compris. Je comprends le sens de la question. C'est un truc, c'est une espèce de lumière qui se fait dans le cerveau et qui est absolument génial, très très satisfaisant. Et c'est vrai, tu as raison, Timorage, en fait, on se sent vraiment malin. On trouve une solution, on se dit « Ah, moi, je suis un esprit supérieur, mon cerveau est brillant. » Et je trouve ça génial. Pour moi, ça fait vraiment... beaucoup dans le charme du jeu, c'est sa capacité à faire en sorte que même quand on le joue en compétitif, quand quelqu'un a trouvé la solution, on se fait « Oh, mais c'est trop génial, comment est-ce que tu as fait? C'est quoi ton enchaînement de séquences, de questions, etc. » Sans plus attendre, on passe à la suite et il s'agit dans les jeux experts de Encyclopédia qui vient d'être livré aux backers et qui vient d'arriver en boutique il y a quelques jours. Alors Encyclopédia, je vous en ai fait une vidéo de présentation il y a plusieurs mois d'ici et il s'agit du dernier jeu publié de Holy Grail Games qui était un jeu qui allait vraiment vous donner l'impression de pouvoir gérer plein de choses en même temps. Donc c'est un jeu de placement de dés, non pas de placement d'ouvriers, dans lequel vous allez lancer des dés que vous placez sur votre petit plateau personnel et qui vont vous permettre d'être attribués à différentes actions. Ce que je trouve très très fort et que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que c'est pas les grosses valeurs qui sont forcément les plus intéressantes. Donc il faut pas dire ah mais j'ai jamais de chance aux dés, parce qu'en plus on a la possibilité d'aller chercher chez les adversaires les dés qui nous intéressent. En échange, ils prendront chez nous des dés qui pourraient les intéresser aussi. Et l'idée, avec ça... Ah oui, c'est vrai, c'est mon câble qui est branché comme ça. Parce que mon écouteur est quasiment à plat. Donc l'idée, c'est qu'en plaçant ces dés, on va pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir faire des expéditions. Parce que dans Encyclopédia, en fait, on joue des naturalistes, on est mandaté par le comte Buffon et on va aller explorer la planète sous ses
bannière, sous ses couleurs si vous voulez, pour pouvoir observer des animaux dans la nature, faire des observations, des relevés sur ces différents animaux, les arranger en collection et pouvoir présenter dans des universités nos trouvailles afin de gagner du prestige, de la reconnaissance. Alors évidemment, il faut savoir que on va effectivement classer les animaux comme à l'époque, donc c'est-à-dire qu'on peut classer tous ceux qui vivent dans l'eau, tous ceux qui ont, je sais pas moi, une face bleue ou tous ceux qui sont des mammifères. Et en fait, c'est pas mal parce que ça représente aussi une certaine approche assez peu scientifique de l'époque qui prenait pas en compte plein de spécificités, de trucs biologiques très importants, mais qui a en tout cas posé les bases de ce qui est la classification des animaux, l'observation du règne animal, etc. Donc c'est vraiment vachement bien. Les illustrations sont absolument magnifiques. Toutes les cartes animaux, elles sont sublimes. C'est vraiment, c'est vraiment trop beau. Et c'est très agréable de pouvoir gérer plein de paramètres. Autant des paramètres pas très excitants comme avoir suffisamment d'argent, avoir suffisamment de machin pour pouvoir envoyer ses bateaux dans des continents, pour observer suffisamment d'animaux. Et en même temps, quand on commence à accumuler les cartes animaux, il y a une espèce d'esprit de collection qui se fait devant soi et on va pouvoir justement les arranger un petit peu comme on veut pour ensuite faire sa publication. Et c'est ça qui va nous rapporter plein de points de victoire, aka les fameux points de prestige. Moi, je trouve ce jeu vraiment génial. J'ai toujours énormément de plaisir à le jouer, à l'ouvrir, à l'expliquer, parce que je pense clairement qu'il a une force en lui, c'est que on parle ici d'un jeu qui est expert parce qu'il va demander quand même un certain sens de la réflexion dans la manière d'agencer correctement ses collections, etc. Prenez Muséum et vous mettez 1 ou 2 steps plus loin. Et comme ça, vous avez un peu une idée de ce que j'évoque ici. Et en fait, c'était très plaisant d'imaginer justement comment agencer correctement les collections des animaux, comment faire des publications les plus intéressantes possibles. Ah, et Gay Lucie nous précise qu'en fait le conte était français, donc moi je le prononçais à l'italienne ou ce que j'imaginais, mais en fait non, c'était le conte Buffon, tout à fait. Et donc ce gars plein de thunes vous mandate pour aller faire des observations à sa place. Donc voilà, je le trouve vraiment très chouette. Moi c'était un petit plaisir et voilà. Et donc c'est pour ça que je vous enjoins vraiment à regarder ce que ça pourrait, si ça pourrait vous plaire en termes de jeu un peu plus velu, parce que sans aller dans des parties aussi longues par exemple qu'un Ark Nova ou des choses comme ça, il est quand même très satisfaisant et extrêmement intéressant en termes d'optimisation, de gestion, à la fois des aléas, mais qu'on peut tout à fait compenser en volant des dés aux autres. Enfin, voilà, il y a un système qui est vraiment, je trouve, vraiment malin dedans, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis pour la petite mention, aujourd'hui on va parler de jeux de rôle, tout à fait. Donc Alice is Missing qui a été un petit peu le tsunami, l'ouragan, le jeu qui a fait sensation avec tout un tas de gens qui ont trouvé l'expérience absolument bouleversante et d'autres qui ont trouvé ça nul à mort. Et donc c'est très bien parce que ça donne pour moi un panel très large des expériences qu'on peut vivre avec. Et du coup on va pouvoir en parler rapidement de pourquoi ça peut marcher ou pas auprès de vous. Alors il faut savoir qu'Alice is Missing, certains l'ont vu comme un jeu d'enquête 100% ou comme un jeu de rôle 100%. Il est ni l'un ni l'autre, il est un petit peu des deux. Il est plutôt une histoire narrative communaux. C'est-à-dire que si vous attendez un jeu de rôle où on va aller tabasser des méchants et on va aller sauver la princesse en danger, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. L'histoire, elle est quasiment écrite puisque vous allez avoir un tirage de cartes aléatoires qui va être une succession de questions que vous allez pouvoir vous poser les uns les autres. Et le truc, c'est que les parties ne se ressemblent pas, donc même si vous le rejouez une deuxième, une troisième fois, le groupe avec lequel vous jouez, la façon dont ils vont interpréter leur personnage, etc. va complètement changer l'expérience, mais globalement c'est toujours le même pitch. Alice, qui est une personne importante pour chacun des joueurs et joueuses autour de la table, a disparu et on doit essayer de la retrouver. Alors, il faut savoir que parfois Alice pourra être morte, parfois elle pourra ne pas être morte, parfois vous allez réussir à sauver, parfois vous allez rater absolument tout ce que vous entreprenez, parce qu'en fait l'histoire elle dépend de vous, mais pas totalement. Vous la vivez un peu comme en étant des acteurs pas tout à fait passifs. Et l'idée, c'est que c'est aussi la grande originalité du jeu. Vous jouez de manière silencieuse, tous dans la même pièce. Donc, il y en a qui vont hurler au scandale, au blasphème, parce qu'on joue à un jeu de société en étant chacun sur son smartphone. C'est littéralement ce qui se passe. Et l'idée, c'est que vous allez créer un groupe de discussion sur Discord, WhatsApp, ce que vous voulez,
voler. Et en faisant ça, en fait, vous allez pouvoir vous échanger des informations pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Alice. Et comme je vous l'ai dit, c'est une fille importante pour chacun des personnages autour de la table, parce qu'il y en a un qui va jouer son frère, ou son petit ami, ou son petit ami caché, ou sa meilleure amie, ou des choses comme ça. Salut Enjoy, bienvenue. Coucou à toi aussi. Et en fait, grâce à ce setting, en fait, vous êtes directement propulsés comme étant des proches d'Alice et vous n'avez pas besoin de construire artificiellement la relation. Vous avez tous des raisons de vous parler et vous avez tous des raisons de la rechercher, d'être inquiet pour elle. Ça crée une dynamique qui est extrêmement profonde, angoissante. Ça se joue sur une bande-son de 90 minutes. Donc, comptez plus ou moins un peu plus de 2 heures de jeu. Le temps de faire la mise en place, l'explication des règles, le temps de faire en sorte de débriefer aussi après la partie, parce que ça peut être extrêmement fort, et nous par exemple après notre partie on a eu besoin en tant que groupe de débriefer notre expérience, d'essayer de trouver des solutions parce que c'était extrêmement prenant. On est dans une ambiance un peu entre Twin Peaks, Life is Strange et tout ce genre de vraiment de délire un peu glauque, un peu noir dans une petite ville paumée où une jeune fille disparaît, on ne sait pas du tout ce qui lui arrivait. A-t-elle fugué, a-t-elle été enlevée, assassinée? Tout est possible. Donc c'est des thèmes super sombres. C'est vraiment très très dérangeant. Il faut savoir que vous pouvez évidemment utiliser des systèmes pour refuser de parler de certains sujets ou pour les éviter totalement ou simplement les nier s'ils vous sont proposés. C'est tout à fait encouragé. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est clairement un jeu à destination d'un public adulte, 16+ minimum, qui a pas peur de traiter la chose de manière mature. Ça veut pas dire que c'est chiant, ça veut pas dire que on doit absolument avoir l'approbation de ses parents pour jouer. C'est juste que clairement, on doit garder ça dans un coin de sa tête. C'est un jeu qui peut être un peu trigger pour plein de gens. Alors, mais franchement, les Enjoy, moi je vous conseille à mort d'y jouer parce que je pense que voilà, c'est une expérience, ça vaut vraiment le coup. On se fait un petit groupe, on essaie le truc et puis on en sort en disant au moins j'y aurais joué, que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est en tout cas pas une expérience qui laisse vraiment indifférent. Oui, donc tu as raison, Biello. En fait, c'est vraiment un truc. Comme je viens de le dire, les thèmes sont difficiles et donc en sachant ça, il faut savoir aussi se préparer psychologiquement en se disant parfois en fait on renonce tout simplement à y jouer parce que c'est tout simplement pas fait pour nous. Ça peut être très 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 difficile et très cruel comme thématique. Voilà. Il est effectivement en rupture un peu partout, comme tu le dis, pas Zuline, mais il est de toute façon prévu qu'il soit réédité. Normalement, ça aurait dû être fait pour cette fin d'année. Ce n'est pas, je pense, logistiquement possible d'encore le livrer avant le 25 décembre. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même une idée de se dire... Si vous faites des Noëls bis tristes comme on le fait beaucoup au mois de janvier, peut-être qu'il sera de retour d'ici là, ou peut-être que tout simplement il existe encore des magasins qui auraient un peu de stock. Ça, c'est pas impossible non plus. Mais c'est vrai qu'il a eu un succès aussi phénoménal qui, je pense, n'était pas tout à fait anticipé non plus parce que c'est toujours une prise de risque d'imprimer beaucoup de jeux d'un coup. Et dans celui-là, on se disait... thématique difficile, pas tout à fait accessible, c'est du jeu de rôle quand même, faut bien se le dire, donc voilà. Et alors en fait Steve, comme tu le dis, donc toi tu passais à côté de l'expérience. Il y a des gens qui, comme tu le suggères, le jouent un peu en mode pas humoristique mais en tout cas fantastique, ce qui permet d'un peu plus plonger dans l'histoire, parce que c'est vrai que bizarrement le fait d'intégrer un élément de fantastique peut parfois aider aussi les joueurs à se sentir un peu plus intégrés dans l'histoire en se disant moins de limitations, plus de prise de risque, plus de possibilités, donc voilà. Pourquoi pas, c'est une manière c'est une manière aussi d'envisager le jeu. Et c'est vrai, comme tu le dis, Jess, même si les jeux sont en rupture de stock, il y a toujours moyen d'avoir des petits bons cadeaux. Ça, c'est le truc typique. En tant que vendeuse en magasin, je le vois bien assez. C'est un truc qui arrive super souvent. C'est, écoutez, j'ai pas d'idée, mon fils, ma fille, ma belle-fille, mon cousin, ma cousine adore les jeux de société. Je sais pas quoi lui offrir, j'ai pas envie de faire un doublon. Je peux avoir un chèque cadeau et c'est aussi une très très bonne idée. Et donc, avec tout ça, on a fait le tour, je pense, de tous les jeux dont je voulais parler. Donc,
On a vu Comme des petits singes pour les enfants, absolument indispensable à partir de 2 ans, beaucoup trop mignon. Look at the Stars, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps en boutique et qui est une vraie chouette expérience pour les amateurs de dessin d'optimisation, etc. Donc avec un vrai beau thème. Turing Machine, c'est pour les grosses têtes, ceux qui aiment bien se casser la nette sur des énigmes, qui aiment bien la compétition, que ce soit contre d'autres joueurs ou contre l'ordinateur, parce qu'il y a un mode solo qui permet de jouer tout seul. C'est du vrai pur jeu de déduction, et vous allez voir que même à un moment, quand vous pensez être nul en déduction, vous avez le déclic qui se fait, et c'est vraiment génial. Encyclopédia dans les jeux experts, qui pour moi est une vraie jolie bonne surprise, puisque j'aime beaucoup cet aspect de gestion de l'aléa des dés en permettant de prendre les dés des autres sans que ce soit trop punitif, puisque de toute façon, c'est pas forcément le 6 la meilleure option à chaque fois. Il y a plein d'autres manières de scorer et de faire des très chouettes collections d'animaux. Et puis en plus, il est archi méga beau. Et puis pour finir, pour l'expérience absolument incroyable de Alice is Missing, votre premier jeu de rôle, parce que clairement c'est le jeu de rôle où vous n'avez pas besoin d'avoir une fiche de personnage pour savoir qui vous allez intégrer et savoir comment prendre des petits tics de langage, comment tenter des choses un petit peu risquées dans votre manière d'interpréter votre personnage. Surtout, personne ne vous regarde, personne ne va juger votre voix, votre accent, votre manière de vous exprimer. Tout se fait sur un smartphone, ce qui peut être très déconcertant, mais que je trouve une expérience vraiment géniale et qui peut se jouer en distanciel aussi avec des petites adaptations, bien sûr. Donc voilà, on a fait le tour de ces 5 jeux que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc ça me fait plaisir parce qu'on était une trentaine pendant toute cette belle petite demi-heure, et je ne vais pas prolonger plus que de raison ce live parce que je vais vous garder plein de choses encore pour les encore 12 lives qui restent à venir. Donc on va avoir plein de fois l'occasion de se parler, de découvrir plein de trucs. Donc vous allez voir, ça va être vraiment génial. Et là, moi, je vais simplement me diriger vers le salon, regarder la fin de la série Edge Runners, et donc je vais vous faire des bisous, je vais manger du chocolat, et je vous dis à demain. Par contre, demain, on se verra beaucoup plus tôt parce que... salut Gilles, bonne soirée à toi aussi. Salut à ceux qui arrivent sur le tard, c'est pas grave, vous pourrez regarder la rediff. Mais donc demain, suivez bien sur Insta, je vais faire la publication pour dire qu'on se verra plus tôt que prévu vers 19h30, puisqu'après j'ai une soirée qui est prévue. Donc des bisous et on se dit à demain. Salut.